La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B, en partenariat toujours avec la GFI. Son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent Magny. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur qui dit faire un métier de l'ombre, celui de conseiller en entreprise. Il aime tout de même assez la lumière pour venir aujourd'hui dans l'émission. Le groupe qu'il a co-créé s'appelle Mantou, un nom peu connu du grand public. Pourtant, il est non seulement basé à Genève, mais il emploie 10 000 personnes dans le monde. Ce dirigeant investit aussi dans quantité de start-up. Olivier Bourrant, bienvenue dans B2B. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer cette émission, la première partie, c'est le portrait. Olivier Bourrant, Mantou est spécialisé dans le conseil aux entreprises et on dit qu'il faut savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Fin 2019, sur le site des Conversations, une chercheuse spécialisée en entrepreneuriat et innovation publie un article intitulé « L'aspect psychologique, l'angle mort de l'accompagnement entrepreneurial ». On peut lire que l'accompagnement centré sur l'entrepreneur plutôt que sur le projet est parfois oublié ou mis de côté par manque de temps, de ressources tout simplement. Vous, Olivier Bourrant, au niveau personnel, de quel type d'accompagnement avez-vous bénéficié au début de votre démarche entrepreneuriale ? C'est une question très intéressante et absolument aucun des schémas classiques, on va dire. En revanche, au quotidien, moi, je crois que la force d'une entreprise, c'est la capacité à recruter des talents et en fait s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi, leur transmettre ce qu'on arrive à faire. Et du coup, c'est les gens à qui on travaille au quotidien qui vont permettre de se remettre en cause. Je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace, même si c'est pas toujours très agréable d'avoir... L'interne de la structure. Exactement, ouais. Et je trouve que une entreprise, pour qu'elle arrive à se renouveler en permanence, à se réinventer, il faut arriver à mettre un système dans lequel les gens avec lesquels on travaille sont capables de dire « Olivier, là, il faut que tu arrêtes, là, c'est pas bien ce que tu viens de faire. » Ou « Tu faisais ça il y a 4 ans, aujourd'hui, c'est plus ton rôle, c'est plus ton travail. » Donc moi, je crois beaucoup à ça parce que quelque part, il y a aussi une contextualisation qui est plus facile à faire quand on est à l'intérieur de l'entreprise que quand on est à l'extérieur. Du point de vue, en tout cas, de l'accompagnement sur le coaching sur le métier. Ensuite, j'ai la chance d'être marié avec ma femme depuis 27 ans. Et je crois que ça fait partie aussi des éléments qui sont extrêmement structurants. On parle souvent des réussites... Meilleur coach, hein. Oui, je trouve, oui. Parce qu'en fait, on parle souvent des réussites entrepreneuriales. Et on oublie que c'est un projet qui est à deux, en fait. Et même si le conjoint ne travaille pas dans l'entreprise, il contribue à l'évolution, à faire grandir les gens au quotidien. Mantou, 10 000 employés à travers le monde. Comment a évolué cet accompagnement au fil du temps ? Le rôle du dirigeant, c'est intéressant. On peut travailler sur les étapes de scaling d'une entreprise. Quand on passe de 0 à 10 000, en fait, il y a les étapes clés par lesquelles on va passer. 0, 20, 50, 80, 200, 500, etc., etc. Et en fait, à chacune de ces étapes, c'est la capacité de l'organisation en elle-même à se réinventer qui permet de passer au coup d'après. Et ce qui est difficile, c'est que plus on grandit, plus en fait, il faut anticiper les étapes. C'est-à-dire que pour passer, je sais pas, mettons de 200 à 500 personnes, il y a un certain nombre de choses à faire qu'il fallait faire quand on était 50. Par contre, pour passer de 4000 à 10 000, il fallait les préparer quand on était 500. Alors on fait quoi ? Il y a un effet d'inertie. Donc en fait, choisit le mentor d'après ? En fait, alors, moi j'ai eu, puisque vous posez la question, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un dirigeant d'entreprise qui est assez incroyable, qui s'appelle Henri Lachmann, qui était le PDG de Schneider pendant de longues années, et qui était un des premiers PDG à avoir mis au sein de son entreprise 2 choses. La première, c'est l'international, et avoir créé un groupe où son COMEX était éclaté dans le monde entier. Et la deuxième, c'est d'avoir mis les talents au cœur de l'organisation, et de considérer que le travail d'un dirigeant, la moitié de sa journée, c'est de faire ce qu'on appelle des ressources humaines, dans le sens détection des potentiels, détection des talents. Et quelque chose qui, moi, m'a toujours marqué, c'est la capacité qu'il avait à faire ça, et qu'il a à faire ça d'ailleurs, et notamment d'avoir identifié son remplaçant, qui était à l'époque son N-4. Donc je vous laisse imaginer dans les organisations, pour les gens qui nous écoutent, ce que représente un N-4, et la capacité à imaginer que cette personne-là, un jour, pourra prendre sa place.
Je trouve ça assez passionnant. Donc voilà, donc pour répondre à la question, l'accompagnement, en fait, il se fait dans la capacité qu'on va avoir à faire évoluer l'organisation. Et ça veut dire que chaque personne de l'organisation, moi le premier, doit apprendre à se réinventer grâce aux autres. Jusqu'au moment où on atteint un plafond de verre, qu'on atteindra tous, et qui fait que on change de job, ou on fait un métier un peu différent, et on regarde comment on peut contribuer à continuer à apporter à l'entreprise ce sur quoi on est bon. À vous entendre et votre réponse, on ne fait pas trop le distinguo entre l'individu, l'entrepreneur et le projet. Il y a une sorte de fusion. Quand une entreprise... aujourd'hui, Mantoux, c'est un groupe de 10 000 personnes qui est réparti... Au début du projet. Ça reste une aventure humaine d'équipe. Ça reste un projet qu'on mène à plusieurs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune entreprise qui réussit parce que... Enfin, je ne crois pas en tout cas qu'une entreprise réussisse parce qu'une personne a une idée géniale ou fait quelque chose de particulier. Elle réussit par la capacité que le collectif a à embarquer un projet, une vision, des convictions. Ce que le dirigeant peut faire, ou ce que les dirigeants peuvent faire, à mon sens, c'est de temps en temps d'être capable de pousser une conviction un peu plus fort ou d'éveiller l'essence de l'entreprise. Voilà. Si je prends un certain nombre de choses, ça peut être, pour nous en 2015, c'est quand on a l'émergence de ce qu'on appelle le Total Talent Management, on reviendra peut-être là-dessus ici, ou aujourd'hui quand on a depuis septembre l'apparition de l'intelligence artificielle générative, ou le Web 3 dans les années d'avant, c'est comment on intègre ça dans l'entreprise. Et là, le rôle du dirigeant, c'est d'avoir vu, senti pour aller pouvoir injecter ensuite derrière dans l'entreprise. Vous êtes aussi investisseur dans au moins une quinzaine de startups. Chaque année, vous investissez avec un fonds. Est-ce que vous êtes investisseur seulement, ou là, vous jouez un rôle de mentor? On est en dehors de Mantoux, donc c'est vraiment une autre activité. Est-ce que vous êtes cette personne de conseil auprès de ces dirigeants? Alors, en fait, Aonia Venture, qui est le fonds d'investissement qu'on a créé, qui est dirigé par Bruno Feuvret, aujourd'hui, c'est une 50aine de participations. Donc 15, ça devait être des chiffres probablement... Oui, c'est ça. Voilà. Donc on a une 50aine de participations, et c'est effectivement, je crois que l'année dernière, ça a dû être 17 investissements. Moi, ça me prend pas plus d'une journée par mois. Donc c'est vraiment, on est au cœur de ce qui est fait le modèle de Mantoux, c'est la délégation. Voilà. C'est la délégation, parce que Bruno le fait extrêmement bien et c'est son travail, et que je crois à la capacité du dirigeant à aller mettre les bonnes personnes au bon endroit. Néanmoins, je suis quand même au bord de quelques boîtes, parce que j'ai à la fois, en fait, c'est un intérêt réciproque, c'est-à-dire que à la fois j'espère que j'apporte à l'entrepreneur, au dirigeant quelque chose, essentiellement sur le scaling, les problématiques de croissance, les problématiques de structuration de ressources humaines et d'équipe et de talent. Mais aussi, pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça permet de voir d'autres organisations, d'autres modèles, et notamment qui vont raccrocher à l'économie, qui parle à la génération qui arrive, qui fait partie des enjeux qu'on a tous aujourd'hui. Comment, dans nos organisations respectives, et c'est l'enjeu de nos clients, et c'est avec ceux avec quoi on les accompagne avec Mantoux, c'est comment on va les aider à faire face à tout ce qui les bouleverse au quotidien, qui, là où avant, l'échelle de temps était sur 10 ans, aujourd'hui, elle est sur 6 mois. Et donc, forcément, ça nécessite une adaptation qui est beaucoup plus rapide. Un mot des entreprises qui figurent dans le portefeuille d'Aonia. Selon votre site internet, il y en a 38, apparemment c'est un petit peu plus. La plus connue du grand public, c'est sans doute SpaceX, fondée en 2002 par Elon Musk. Vous le connaissez bien? Pas du tout. Jamais rencontré? Non. À quelle période, dans quel contexte vous avez fait le choix d'investir dans SpaceX? Ça fait partie dans le portefeuille d'investissement qu'on fait. On peut être aussi bien dans des phases très early stage, comme là par exemple, on vient de mettre un ticket dans un projet qui démarre sur l'intelligence artificielle en Europe, sur l'open source. De même qu'on peut être à des phases plus late, ce qui est le cas de SpaceX, tout simplement. Voilà. Comment ça s'est fait de venir investir dans SpaceX? Par opportunité ou réseaux divers et variés. Ça n'a pas déclenché l'occasion de rencontrer Elon Musk, hein? On est aussi investisseur, non, c'est pas le cas, mais on est aussi investisseur dans une entreprise au Texas qui fait de l'électricité verte, et dans la cap table figure Andreessen Horowitz, qui est un des fonds les plus connus. Donc après, il y a des effets de réseau et de connexion qui se produisent comme ça, tout simplement. C'est pas un petit regret, parce que vous évoquiez dans une autre émission que vous admirez Elon Musk parce qu'il a créé non pas une, mais 2, 3, voire 4 grandes entreprises, ce qui reste pour un entrepreneur quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, je parlais de... il y en a plusieurs comme ça. Je parle aussi souvent de Pierre Chapaz, qui a été un entrepreneur qui est un entrepreneur peu connu, mais qui a fait aussi 2 très belles réussites avec Kelkoo dans les années 2000 et Tids récemment. Il y a l'exemple de Brad Kewell aussi,
qui est assez passionnant. Lui, c'est qui ? Brad Keywell, qui a gagné le prix mondial EY d'entrepreneur il y a 3 ans, je crois, qui a monté 7 entreprises, dont 3 licornes, dont Groupon. Ah, voilà. Et ce que je trouve assez remarquable là-dedans, c'est la capacité qu'ont un certain nombre de personnes qui font... Probablement, c'est un club de 20 à 30 personnes dans le monde, dont faisait partie Steve Jobs, Elon Musk, etc. Cette capacité à aller repartir de zéro et se réinventer, je trouve ça assez admirable. C'est déjà difficile de créer une entreprise. Alors, d'arriver à en faire 2 qui marchent beaucoup, c'est vraiment... je trouve ça remarquable. Voilà. Plus localement, Aonia est également dans le capital du Montreux Comédie Festival. Vous le connaissez, Grégoire Fürer, ou alors vous êtes un spectateur fidèle de l'événement ? Les deux. Là, il y a une histoire de... Oui, là, je suis au bord du Montreux et je suis ravi d'accompagner. C'est des histoires qui sont passionnantes. Il y a un projet, c'est une entreprise qui en plus, on en connaît l'image de l'humour et de la façon de repenser l'humour. C'est aussi une entreprise de tech, une entreprise digitale et qui a un boulevard dans quelque chose qui permet à tout le monde, et surtout dans les périodes où c'est difficile, d'être heureux. Et donc oui, je suis très content d'être au bord de Grégoire, qui est un super entrepreneur. Il y a un très chouette projet. Et là, effectivement, je suis actif. Ça fait partie des 3 ou 4 entreprises que j'accompagne de façon vraiment active. Vous étiez spectateur d'abord, investisseur ensuite. Ça s'est passé comment ? C'est une très bonne question. Oui. Je crois que je suis spectateur en même temps que je suis au board et investisseur après. Je ne saurais plus vous répondre. Alors, SpaceX, Montreux Comédie Festival, l'occasion de parler un peu des critères. Quels sont-ils pour vous pour investir dans une société, vos critères personnels ? En fait, pour vous répondre, on va revenir sur Mantoux, parce que quelque part, c'est la genèse de tout ça. Aujourd'hui, quand moi j'aide en entrepreneur, en investissant, c'est pour rendre quelque chose à l'écosystème. Rendre, en fait, mais vous n'avez jamais jamais levé de fonds. Non, absolument pas. Mantoux, en fait, c'est une entreprise qui a connu, donc on disait tout à l'heure, une dizaine de milliers de personnes. On est dans 60 pays dans le monde. Et notre métier, c'est de connecter les technologies et les équipes pour permettre à nos clients de réussir plus vite. Donc pour ça, en fait, on a 4 métiers, 4 practices différentes. On va y revenir en deuxième partie d'émission dans quelques secondes, plus en détail. Mais vos critères pour investir dans cette quinzaine de startups chaque année, comment vous faites ? La même chose que ce qui préside à ce qu'on a fait chez Mantoux, c'est-à-dire que quand on met les talents au cœur de l'organisation et qu'on arrive à faire ça, voilà, c'est la même chose. Quand on parie sur des entreprises, on parie sur des équipes, on parie sur des gens. Voilà. C'est donc, je pourrais voir, il y a tellement d'histoires de gens qui ont créé des entreprises avec un projet et la réalité de l'entreprise n'a plus rien à voir avec le projet. Donc en vrai, la capacité, c'est de parier sur des gens, des talents, de les faire évoluer, de les faire grandir. Parce que de toute façon, la vitesse à laquelle le monde change fait que le produit, la solution, etc., évoluera. Aujourd'hui, 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous tous autour de la table, et des auditeurs derrière les écrans, de toute façon, on devra faire des métiers qui seront radicalement différents. Donc, il faudra se réinventer. Et donc, le rôle de l'entreprise, sa mission, son projet, etc., évoluera aussi au fil du temps. Et donc, de facto, on parie bien sur les équipes et leur capacité à s'adapter au changement. Mantoux, c'est un nom bizarre, mais ça veut dire conseiller en sanskrit. C'est le nom de votre groupe, rebaptisé ainsi en 2019. Avant, il s'appelait Amaris, créé en 2007 en Suisse. Votre spécialité, vous l'avez brièvement évoqué, c'est le conseil aux entreprises. Vous avez commencé en étant actif dans le secteur bancaire, mais aujourd'hui, vous couvrez quantité de domaines économiques, quantité de conseils également, le marketing numérique, le leadership, la gestion des talents. L'envergure mondiale du groupe, on l'a brièvement évoqué avec ses 10 000 employés dans plus de 60 pays. Mais commençons par un exemple concret de ce que fait vraiment Mantoux. Sur votre site, ça m'a frappé, il y a LVMH qui fait partie de vos clients. Qu'est-ce que vous apportez à ce géant du luxe français ? Il est aussi présent en Suisse à travers différentes divisions horlogères. Pourquoi ont-ils besoin de Mantoux ? Alors, je peux vous donner des exemples de projets de ce qu'on va faire, de ce qu'on va faire dans les secteurs d'activité. Je vous dirai évidemment pas ce qu'on peut faire dans le cas précis ici. Mais si on prend l'exemple de l'horlogerie, qui fait partie des métiers d'LVMH ou d'autres ici, et qui est un secteur d'activité en Suisse, on connaît bien, on a par exemple travaillé sur la digitalisation et la numérisation des plans des anciennes montres construites il y a 20, 30, 50 ans, de façon à pouvoir permettre la reconstruction de pièces pour l'industrie de la seconde main, puisque le vintage aujourd'hui
fait partie des attentes. Voilà, comme on l'appelle en bon français. Autre exemple de ce qu'on a pu faire, c'est concevoir une application pour permettre aux vendeurs dans les shops, avec une application Instagram de style Instagram, de savoir exactement quelles sont les caractéristiques des garde-temps, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont disponibles, connexion avec le stock, pour savoir si finalement on peut répondre aux demandes du client, puisqu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client que d'aller dans... On sait que les attentes sont parfois très très longues pour ces montres. Alors qu'en fait, souvent, il y a la capacité à aller gérer du stock. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Après, dans les exemples de projets qu'on peut faire aussi, on a conçu, par exemple, une application que vous avez probablement tous utilisée, qui fait suite à la pandémie, qui est le dashboard, donc le cockpit, le tableau de bord, merci, du Covid. Voilà, donc, je ne sais plus si c'est 2, 3, 4 milliards d'utilisateurs dans le monde qui ont utilisé une application. Mais effectivement, on fait partie des... En fait, il faut savoir que 35% de l'innovation dans le monde est faite par des entreprises externes, comme la nôtre, et qu'on est très fiers de contribuer à ça, mais souvent on n'est pas souvent mis en avant. Tous les métiers de l'ombre que j'évoquais en introduction. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais vraiment avoir votre avis, c'est le cloud pour les banques privées. Il y a peu de temps, Mirabeau, la banque privée à Genève, a annoncé qu'elle allait mettre toute sa structure informatique dans un cloud, et non seulement dans un cloud, mais aussi dans un cloud américain chez Microsoft. Il y a quantité de questions qui se posent sur la sécurité des données quand on met ces informations précieuses, et on pense pour une banque, les données des clients privés sont extrêmement à protéger. Vous voyez un changement, on va vraiment vers le cloud, y compris dans des activités qui voulaient avoir tout dans leur coffre, dans leur sous-sol. Elles passent au cloud. C'est pour vous une transition naturelle ? Alors, c'est une transition, une évolution actuelle. Donc, maintenant, si on reprend l'histoire de l'informatique et on revient dans les années 40, en fait, l'informatique a toujours été fait de cycles. On est passé d'étapes, ce qu'on appelait avant les mainframes, qui étaient des gros ordinateurs, et on avait des terminaux passifs. Après, derrière, on a eu du client-serveur, où donc on répartissait l'intelligence entre un ordinateur et un autre ordinateur. Après, on a fait le web, qui est ni plus ni moins que revenir à ce que, finalement, si on réfléchit bien, c'est un mainframe là. Puis après le web, on a rajouté de l'intelligence et des applets, etc., sur les autres. Donc, l'informatique est faite d'évolution permanente. Et je suis absolument incapable de vous dire ce qu'il sera demain. D'ailleurs, si j'étais capable de vous le dire, effectivement, on aurait la capacité d'investir directement sur la solution qui va faire demain. Maintenant... Mais qu'on se mette à faire confiance à ce cloud, qui est donc un ordinateur dans un nuage qui n'est pas en interne stocké, ça c'est quand même assez nouveau, y compris pour des métiers où la protection des données est si importante. Je serais plus préoccupé de regarder l'impact que peut avoir l'ordinateur quantique sur la cryptographie. Je pense que ça a des conséquences lorsqu'on aura un ordinateur quantique capable de craquer en 3 secondes un code qui aujourd'hui prend 100 000 ans à craquer. En fait, c'est l'ensemble de l'industrie qui devra repenser. Donc, les problématiques, elles sont nombreuses, variées, diverses, etc. Néanmoins, je voudrais quand même revenir sur un point qui est que dans tous les sujets de sécurité, on a des sujets qui sont technologiques et on a des sujets qui sont humains. J'ai déjà eu le cas de figure d'entreprises, ça peut être des banques privées, ça peut être des gens qui font des choses extrêmement complexes ou sécurisantes, ou quand on se retrouve avec des dirigeants de ces entreprises qui parfois vont utiliser le mail Gmail de leur enfant pour échanger les données parce que l'informatique qu'ils ont est tellement contrainte et structurée que finalement, ça ne marche pas. Et donc, quand les gens... En fait, quand on met des contraintes qui sont inutilisables, de quelque chose d'ultra sécurisé, on passe à quelque chose qui devient catastrophique. Donc, le facteur humain est quand même pas à négliger aujourd'hui, il est extrêmement, extrêmement significatif. À la fin de l'année, dans la GFI... Il y a un travail d'éducation. Voilà. Si vous avez, par exemple, sur le phishing, parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille avec nos clients, on les aide un là-dessus. email, on clique, et c'est l'humain qui est le responsable. Oui, enfin, si vous savez le taux, quand on fait ça, si demain on fait ça sur n'importe quelle entreprise de vos éditeurs, entre 25 et 40% des salariés de l'entreprise ou des collaborateurs de l'entreprise se feront avoir. Voilà. Il faut dire que les emails sont parfois extrêmement bien sophistiqués, c'est dur de se rendre compte. D'autant qu'aujourd'hui, et on sensibilise nos clients là-dessus, avec les solutions d'intelligence artificielle, on commence à avoir des problématiques de hacking qui se font en simulant les voix, en simulant les numéros de téléphone, et qui vont encore plus loin qu'un email. Quelques mots sur la marche de vos affaires. Je disais tout à l'heure, à la fin de l'an dernier, dans la GFI, vous évoquiez dépasser les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.
Vous êtes bien parti pour y arriver? L'année se porte bien? Comme toujours, ça fait aujourd'hui 16 ans, c'est ça? C'est la 16e année. On a toujours eu l'habitude de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, ou l'inverse. Mais voilà, donc oui, bien sûr. On a annoncé, et on fera ce qu'on a annoncé, et on fait en général toujours un tout petit peu plus que ce qu'on a annoncé, ou au moins ce qu'on a annoncé. Vous venez également d'annoncer la reprise de Arneo, une société créatrice active en Suisse romande et également en France. C'est une grande entreprise. Et, pourquoi la racheter? Comme toujours, des histoires d'hommes-femmes. En fait, ce qui est peu connu, c'est que donc Mantoux, c'est un groupe indépendant. Donc Mantoux, vous disiez, c'est le conseiller en sanskrit. C'est un groupe indépendant et sur les 10 000 personnes que compose le groupe aujourd'hui dans les 60 pays, on a en fait 256 personnes qui nous ont rejoints par acquisition. Donc, contrairement à beaucoup d'entreprises, ce n'est pas un build-up, ce n'est pas un assemblage d'acquisitions. Donc, on en a fait finalement très très peu. Arneo, c'est combien de personnes? Arneo, c'est une 50aine de personnes. D'accord, donc ça fait. Donc, c'est significatif. C'est significatif oui. par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Mais à l'échelle du groupe, c'est peu significatif. Le driver, le point commun, c'est l'intégration à la fois de dirigeants qui partagent avec nous un certain nombre de valeurs, qui ont envie de faire du scaling, de se remettre en question, de grandir, et qui en même temps sont positionnés dans la chaîne de valeur du groupe, à un endroit qui nous intéresse. Donc pour ça, en fait, c'est de comprendre la spécificité de Mantoux, c'est qu'on couvre l'ensemble de la transformation de toutes les entreprises. Et c'est une offre extrêmement particulière, c'est ce qui explique aussi notre croissance qui est extrêmement forte. En fait, on démarre d'abord par ce qu'on appelle leadership advocacy. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va aider les entreprises et les dirigeants à définir une raison d'être, à passer entreprise à mission, à définir un positionnement, une stratégie. On peut les aider sur des sociétés, des startups à identifier, à racheter et les intégrer. Ensuite, on a tout ce qui est transformation technologique et digitale. C'est notre deuxième practice. Donc, comment on va les aider dans la transformation aussi bien informatique, technologique ou industrielle. Et donc, dans cet écosystème-là, il vous faut toutes les composantes du puzzle. Exactement. Et ensuite, Arneo, la troisième practice, c'est Digital Marketing et Experience, où là, qu'est-ce qu'on fait? On va aider nos clients à connecter avec leurs clients au travers de réalité virtuelle, réalité augmentée, solutions de digital marketing, etc. Et Arneo vient compléter cette offre-là ici, avec une offre de conseil digital, et la capacité notamment à aider les clients sur l'éco-conception digitale, la partie Green IT, donc le positionnement RSE qui est important aujourd'hui. Toutes les entreprises, indépendamment des convictions du management ou des dirigeants, toutes les entreprises aujourd'hui doivent intégrer le changement climatique et les impacts que ça a dans leur quotidien, dans leur fonctionnement. Voilà. Et la dernière pratique qu'on a, qui s'appelle Total Talent Management, elle correspond à ce qu'on va appeler le Future of Work. Aujourd'hui, donc, la réalité de tout ça, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel, et nous on a une conviction, c'est que les entreprises de demain vont de plus en plus assembler des compétences pour réaliser des projets. C'est exactement d'ailleurs ce que fait par exemple Apple, qui aujourd'hui ne construit pas un seul iPhone. Et donc demain, aujourd'hui, vous avez 40% de la population mondiale qui est ce qu'on appelle non-permanent, c'est-à-dire qui est l'équivalent de freelance ou qui n'est pas dans le statut classique de CDI. En 92, c'était 10%, et ça sera 70% en 2030. Ça veut dire que l'entreprise de demain devra être capable d'agréger la compétence sous toutes ses formes, c'est-à-dire des salariés dans les formes classiques, des freelances, des sociétés de conseil, des sociétés d'ingénierie, des bureaux d'études, etc. Et en fait, on a développé une solution au travers Little Big Connection, qui est un logiciel qui permet à un client de gérer les différents types de compétences, cette espèce de liquid workforce, il aura besoin. Voilà, et de leur permettre d'accéder aux compétences. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble de l'offre. Et donc, à chaque fois qu'on a intégré une société, c'était pour compléter un bout de cette offre-là et d'avoir une couverture extrêmement large qui est notre caractéristique. On finit avec une question future, Vincent. Votre question sur l'avenir du groupe. La succession, votre succession, vous y pensez déjà? Parce que selon la presse française, pour revenir sur ces chiffres, 55% du capital en 2020, vous le contrôliez, et avec vos associés, et le management, 22%, je crois que ça a un petit peu augmenté. 30% de la valeur qui est partagée avec le top management aujourd'hui, et Jean-François et moi, on détient le reste. Vous expliquiez sur YouTube, lorsque je quitte l'entreprise, et pareil pour les salariés, je revends mes parts, c'est automatique. En fait, on a vraiment une logique de le partage de la valeur avec ceux qui la créent au quotidien.
Sur la succession, vous imaginez bien, c'est effectivement un sujet sensible dans beaucoup d'entreprises. Chez nous, c'est un sujet qu'on a adressé depuis très longtemps. Et je fais un clin d'œil aux équipes chez nous qui ont travaillé sur le projet Walking Dead, qu'on avait appelé, qui consistait à prévoir ma mort, tout simplement, puisque... voilà, oui. c'était il y a... Bah oui, mais... Néanmoins. Bah oui, bien sûr, puisque on a des exemples d'entreprises qui ont disparu parce que le dirigeant avait pas pensé qu'il pouvait lui arriver un accident. Signature de documents, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment intégrées. Et en fait, on les intègre à tous les étages. On a Étienne, qui est notre DRH, qui effectivement travaille, et toutes nos équipes, sur les plans de succession, qui sont à la fois des plans de succession parce que quand on grandit, comme nous, de 30 à 40% par an, en fait, on est toujours obligé de travailler sur qui va être la personne capable de faire ce que je fais de façon à ce qu'on fasse le coup d'après. Et donc, le plan de succession, il est à la fois nécessaire pour gérer la croissance, mais il est aussi fondamental en cas d'accident. Donc oui, tout ça est prévu. Olivier Brouran, ça serait dommage de terminer l'émission sans parler de votre passion pour le vélo. Vous en faites beaucoup, apparemment. On peut même suivre vos exploits sur l'application Strava, si mes informations sont bonnes, sur laquelle vous partagez vos performances. Alors, performance, ça sera un bien grand mot, parce que c'est tout sauf des performances, ça reste... Justement. Olivier, totalement amateur. Olivier Brouran, vous êtes plutôt assistance électrique ou 100% force du mollet? Musculaire, 100%. Pour les trajets au quotidien... Sauf pour le VTT, je suis menteur, c'est pas vrai. VTT électrique, c'est pas vrai. Dans la vie de tous les jours, votre propre vélo ou vélo en libre service? Trottinette. Électrique. Un itinéraire à choix. Le col du Marché Russe, 717 mètres de dénivelé, ou bien le col de la Givrine et sa pente qui va jusqu'à 8%. Givrine. Alors, vous étiez en train de relativiser vos performances, mais enfin quand même 2020, vous avez bouclé en 4h59 l'Alpine Bike autour du lac d'Annecy, c'est correct? C'est une très bonne... Je sais pas vous dire, je dois faire 6 heures de vélo par semaine, Quand même. donc en moyenne sur l'année, donc je suis incapable de vous dire, mais je suis un amateur cycliste, je suis pas du tout performant, et mes temps doivent être très 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 loin de n'importe qui, je les connais même pas. Là, je vais faire le Ventoux dans quelques jours, et si je le fais déjà en 2h10, je serai content. Merci beaucoup Olivier Brouran. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous sur le plateau de B2B aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci Vincent Magny. Merci, On se messieurs. retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.